dispose pas de caméra. Merci Félicité. Nous partons maintenant à Mont-de-Marsan dans les Landes où un matin de mars, une femme paniquée téléphone à la gendarmerie. Elle explique que son fils Guillaume a tenté de l'étrangler, qu'il erre encore dans son jardin. Il tient en effet des propos incohérents. Guillaume semble être sous l'emprise de stupéfiants et plus inquiétant encore, il a de traces de sang sur ses chaussures. La mère de famille donc très inquiète pour Élodie, la compagne de Guillaume, et Sylvie, l'une de ses amies. Les gendarmes se précipitent alors au domicile des deux femmes et quand Sylvie leur ouvre la porte, c'est la stupeur. Elle a le visage tuméfié et ensanglanté. Elle raconte que Guillaume l'a rouée de coups dans la nuit après avoir tenté de la violer. Pendant ce temps-là, une autre patrouille se rend au domicile d'Élodie et lorsqu'ils passent la porte, les gendarmes découvrent l'horreur. Le corps de la jeune femme baigne dans une mare de sang. La petite Méloé, la fille de Guillaume et Élodie, est quant à elle introuvable. Les enquêteurs fouillent alors le domicile et sont interpellés par une poubelle présente au milieu de la cuisine. Lorsqu'ils soulèvent le couvercle, ils découvrent le corps de l'enfant. Guillaume est immédiatement placé en garde à vue, très agité. Son audition est difficile et il livre alors un récit aussi déstabilisant que glaçant. Le policier interroge Guillaume sur le déroulé de la nuit. Manifestement, ses hallucinations ont commencé lorsqu'il s'est couché le samedi soir aux côtés d'Élodie. Il explique très bien. Il parle avec elle, tout va bien, ils sont sur le lit tranquillement, ils vont se coucher et d'un seul coup, le blanc de ses yeux devient totalement noir. Et donc là, il comprend que c'est le démon qui s'est emparé de l'âme de sa compagne et donc il décide de tuer le mâle en la tuant, en la battant à mort, en lui tapant la tête aussi contre le sol parce que c'est vraiment sur les yeux, sur le visage qu'il concentre toute sa hargne et toute sa colère et toute sa peur aussi, parce que je pense qu'il y a de la peur à ce moment-là. Et une fois qu'il a compris que le démon est mort, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est de protéger sa fille. Pris de panique, Guillaume s'enfuit avec son bébé de 20 mois dans les bras. Mais là encore, il raconte que le visage de Méloé va lui apparaître déformé. Il sort dans le jardin et il frappe sa fille contre le mur avant de la placer dans la poubelle et de fermer le couvercle de la poubelle, de rentrer la poubelle dans la cuisine et de fermer la cuisine, de fermer la maison. Il fait bien attention à fermer tout pour que le mal reste dans cette maison et ne puisse pas aller ailleurs et ne puisse pas le suivre et s'en prendre à lui. Guillaume est cependant incapable de revenir sur les agressions de sa meilleure amie et de sa mère. Pour les enquêteurs, tout porte à croire que l'homme était dans un état second ce 27 mars 2016. Les analyses toxicologiques vont d'ailleurs révéler un cocktail explosif dans son organisme. La drogue, finalement, c'est une vieille compagne de 25 ans parce que dès l'âge de 13 ans, il va tomber dans cette addiction-là. C'est assez concomitant, ça arrive très vite après le décès de ce grand-père, puisqu'il va avoir des addictions au tabac, puisque c'est un gros consommateur de tabac, mais aussi des addictions à la drogue. D'abord l'herbe, et puis ensuite des drogues beaucoup plus dures, avec le LSD, la cocaïne, l'ecstasy. Et sur les 2 dernières années, avant le drame, des drogues de synthèse, comme la 3-MMA ou la métox. Face aux policiers, Sylvie explique qu'il est arrivé chez elle aux alentours de 4 heures du matin, ce 27 mars 2016. Il semblait dans son état normal. Il discute avec elle au début, il y a une discussion, c'est calme. Après, il parle qu'il a tué sa femme. L'autre, elle ne la croit pas, elle ne le croit pas du tout. Elle ne s'imagine pas qu'il ait pu faire ça à Célestin, donc elle le laisse parler, elle essaie de discuter avec lui, mais bon, elle ne parvient à rien. Fatiguée, Sylvie retourne se coucher. Seule, dans le salon, Guillaume change complètement d'attitude. Il y a une scène où il ouvre la baie vitrée de l'appartement et il hurle par la fenêtre que Sylvie est une pute, Sylvie est une salope. Voilà. Donc il personnalise vraiment sur elle. Réveillant sursaut par les cris, Sylvie voit Guillaume se jeter sur elle.
Il s'est mis à l'agresser sexuellement dans un premier temps et ensuite face à sa résistance et ensuite sa non-participation à ce qu'il voulait être une relation sexuelle, il s'est mis à la frapper et à la frapper de plus en plus violemment. Après de longues minutes de calvaire, Guillaume finit par partir, laissant sa meilleure amie pour morte. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est en direct avec maître Thomas Gachy, qui est l'avocat de Guillaume dans ce dossier. Bonjour maître, merci d'être en direct avec nous. Et au fond, la drogue est au cœur de tout ce dossier, la drogue sur laquelle Guillaume a plongé. Il a plongé dans la drogue quand il avait 13 ans, je crois, très jeune. Oui, c'est bien ça, oui. C'est effectivement une consommation qui va être très tôt commencée et surtout qui va s'accentuer avec la prise de drogue de synthèse sur les 2 dernières années et une très très grosse consommation sur le mois qui va précéder les faits. Addiction au cannabis, au LSD, à la cocaïne, à l'ecstasy. Enfin, c'est vraiment un vrai drogué. Oui, ça n'en est jamais caché, effectivement. Il a eu un passé de toxicomanie, mais sans jamais que ça puisse lui provoquer les hallucinations qu'il a eues ce soir-là. Vous avez été convaincu par les hallucinations qu'il raconte avoir eues? Alors moi, j'en ai été convaincu d'abord parce que je l'ai vu dans les toutes premières heures après son arrestation. Donc je l'ai vu en garde à vue lorsqu'il était interrogé par les policiers et je ne peux pas le croire parce que finalement, même si ce qu'il explique est surréaliste pour quelqu'un qui est dans son état normal, on voit physiquement, on voit dans son regard qu'il revit la peur lorsqu'il réévoque ce qui s'est passé ce soir-là, la peur, le sentiment de froid, le sentiment d'insécurité, même lorsqu'il évoque les yeux de démon chez ses victimes, physiquement, on ressent la peur chez lui. Et puis, je vais être définitivement convaincu parce que finalement, il a été vu dans le cadre de l'instruction par 3 experts psychiatres qui vont nous expliquer avec leur connaissance à eux cette peur, elle n'est pas feinte, que la folie n'est pas une stratégie de défense et qu'il a vraiment présenté un épisode psychotique aigu à ce moment-là qui lui a fait perdre pied à la réalité. Mais alors, on parle de désordre hallucinatoire, de phénomènes hallucinatoires, mais si je ne m'abuse, la veille des faits, il avait consulté un psy et il n'avait jamais parlé de ces hallucinations à ce moment-là. Parce que jusqu'alors, ses proches, sur le dernier mois, sont assez unanimes pour dire qu'ils le voyaient décliner mentalement. Ils vont parler de propos délirants, ils vont revenir sur des idées suicidaires, si bien que lorsque les uns et les autres vont se contacter téléphoniquement, lorsque les corps vont être découverts, leur première réaction, c'est de penser finalement qu'il s'est suicidé, avant de penser qu'il ait pu faire du mal aux autres. Donc c'est véritablement ce soir-là que les drogues qu'il prend pourtant depuis des années, ces drogues de synthèse, achetées sur Internet, vont lui provoquer cet épisode psychotique aigu, alors que psychiatriquement, il n'a effectivement jamais eu d'antécédent. Est-ce que lors du procès, il a eu des regrets par rapport à ce qui s'est passé? Je vous dirais pas que lors du procès. Dès sa garde à vue, on voit un homme brisé, au milieu d'idées délirantes, puisqu'effectivement, il était en redescente de la drogue, sera évoqué lors du procès des conditions d'hygiène très difficiles liées à cette prise de toxiques et à la redescente. Entremêlé de ces discours assez incohérents pour nous, lorsqu'il évoque le démon, le djinn, bien sûr qu'il a des cris d'effroi à l'évocation de Méloé. Et effectivement, ce sont des scènes pour le policier ou pour moi-même qui avons passé quelques heures avec lui ce jour-là, qui marquent une vie. Qui marquent une vie, oui. Et à l'issue du procès, Guillaume a été condamné à la perpétuité assortie de 15 ans de suivi socio-judiciaire. Merci, maître Thomas Gachy, d'avoir été en direct avec nous. On fait une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.